C'est vrai que j'ai connu Louis, parce que je vis la moitié de l'année en Californie, et j'ai rencontré Louis en 2010. Louis était déjà très âgé. Je ne savais pas, ni lui non plus, me direz-vous, que d'abord, nous allions nouer une relation très particulière tous les deux, une relation d'une grande complicité. Ça n'a pas été gagné au départ, parce que c'était un homme qui vivait plutôt reclus avec son épouse. Et puis au-delà d'une grande complicité, d'une grande affection aussi. Et puis surtout, au-delà de ça, que en fait, c'était les 5 dernières années de sa vie que nous allions partager tous les deux. Si Louis était là ce soir, je crois qu'il serait extrêmement touché de voir que le film a suscité à nouveau tant d'intérêt qu'il a été remasterisé, images et son, parce que ce film occupait une place importante et un peu particulière dans son cœur. Louis Jourdan était quelqu'un qui a peut-être pas marqué vos esprits, ou en tout cas est un nom qui voyage comme ça de manière un peu fébrile, mais sans que vous ne puissiez peut-être donner d'autres noms de films que celui que vous allez voir ce soir. Mais Jourdan, ça a été le dernier French Lover d'Hollywood. Ce qui était la pire des choses pour cet homme qui est arrivé à Hollywood en 1946, donc un an avant le tournage du film que vous allez voir ce soir. Et surtout, au-delà de ça, Louis avait des espoirs, des rêves de ne pas incarner un seul caractère, qui était donc le French Lover, et malheureusement, David Selznick, qui était le grand producteur qui avait produit Gone with the Wind, Autant n'importe le vent, à la fin des années 30, ne voyait en lui que ça, l'archétype du français, cet homme élégant et beau qui allait roucouler à l'oreille des jeunes femmes pendant de nombreux films. Tout ce que Louis détestait, tout ce qu'il ne voulait pas faire. Ici, pour le coup, il roucoule peu. Enfin, il roucoule un peu, vous verrez. Mais pas dans l'idée d'un French Lover et dans ces films sucrés que Jourdan condamnait. Non, on est dans autre chose, on est dans une histoire qui aurait pu paraître simple, mais qui est beaucoup plus complexe, entre un homme et une femme qui d'ailleurs rencontre cet homme quand elle est encore jeune fille. Vous verrez d'ailleurs, le film en fait traite de la relation entre cette femme et cet homme sur 3 moments particuliers de la vie de cette femme. Pourquoi plutôt de la vie de cette femme que de la vie de cet homme? C'est que cet homme, lui, ne considère pas que tout cela est important, alors que pour elle, tout est important. À partir du moment où elle croise le regard de ce pianiste, car ici dans le film il s'agit d'un pianiste, dans l'œuvre d'origine il s'agit d'un romancier. La chose n'a pas beaucoup d'importance en soi par rapport à ça. Jourdan, donc, je vous le disais, aurait été très touché par rapport à tout ça parce que il a été très vite à Hollywood déçu de ce que ce rêve américain qu'il habitait depuis les années 30 se révélait être. C'est-à-dire en fait une machine à rêve, oui, mais avec une façade si jolie, si bien vernie, que derrière, eh bien, ma foi, la machinerie, elle, était beaucoup moins rutilante. Euh, Quand il s'agit pour Louis d'être engagé dans ce film, il avait déjà rencontré Max Ophuls un an auparavant, pratiquement dès qu'il est arrivé, parce que la bande des Français, comme ils s'appelaient eux-mêmes, l'avait pris un peu, alors pas vraiment sous leur aile, parce que les Français n'avaient pas, comment dire, de solidarité plus appuyée que cela, mais en tout cas Jean-Pierre Aumont, qui vivait déjà là-bas, avait souvent proposé souvent à Louis de venir manger le vendredi soir chez lui, avec Maria Montez, et comme Maria Montez avait joué dans le premier film américain d'Ophuls, L'Exilé, et qu'elle avait eu un rapport, un contact avec Ophuls qui avait été absolument formidable, elle avait tenu absolument à ce que lors de ces fameux dîners du vendredi, Ophuls rencontre le jeune Louis. Louis, à l'époque, Hollywood, c'est évidemment uniquement des paillettes, du strass. Il est ébloui par tout ce qu'il voit. Il n'en croit pas ses yeux d'ailleurs. Cary Grant d'un côté, John Fontaine bientôt de l'autre, sans parler de, de tous les autres. Gary Cooper. Il est ébloui et en même temps, il se rend compte que le piège va se refermer sur lui. Ici, le film est donc produit par William Dozier pour une compagnie qu'il a créée avec sa femme, avec John Fontaine, et qui est la compagnie Rampart. Louis n'est pas un homme libre. À l'époque, les comédiennes et les comédiens, quand ils étaient sous contrat avec les studios, signaient pour 7 ans, et c'était les studios et eux seuls qui décidaient de ce que vous faisiez. Ici donc, après avoir tourné le Paradise Case de Hitchcock, l'année suivante de son arrivée à Hollywood, Jourdan se retrouve sans rien parce qu'en fait, Selznick,
commence à perdre pied, garde encore un peu de sa superbe, mais malgré tout, il n'a plus le pouvoir qu'il avait eu 10 ans auparavant, d'autant que Duel au soleil avait été un énorme four et que, évidemment, à Hollywood, vous savez, c'est un peu comme ici d'ailleurs, on se réjouit beaucoup du succès des uns et des autres, mais on se pourlèche énormément également de l'échec des mêmes, qui avaient brillé à l'instant auparavant. Et donc, quand Louis est appelé, il est étonné, heureux de pouvoir travailler avec Ophuls, bien sûr, intrigué par Joan Fontaine qu'il ne connaissait pas, même s'il avait été prévenu que la dame pouvait être parfois compliquée, mais comme me l'a toujours dit Louis, une comédienne, par essence, est compliquée. C'était sa vision à lui des comédiennes. On pouvait lui donner crédit, en tout cas, d'avoir eu l'expérience avec certaines d'entre elles. Et puis surtout, une histoire donc qui prend attache à Vienne. On est donc très loin d'Hollywood. Et ils n'iront jamais tourner en Europe. Ce que vous allez voir est tourné dans les studios Universal, c'est-à-dire dans la San Fernando Valley. Louis vivait à l'époque à Santa Monica, dans un hôtel au bord de l'océan. Tous les matins, il se lèvera avant l'aube pour arriver au studio afin que le HMC, habillage, coiffure, maquillage, se fasse le matin. Puis ensuite, il y avait les répétitions. Répétitions qui allaient s'étaler quasiment jusqu'à midi, avec Max Ophuls, répétition très technique, très importante pour Louis, qui était un jeune homme qui avait eu une mauvaise expérience avec Hitchcock, qui lui ne dirigeait rien, qui ne s'occupait que de sa lumière, de la place de la caméra, et puis pour le reste, il disait, bon, alors vous mettez là, vous faites ce que vous avez à faire, et puis ça sera très bien comme ça. Donc Jourdan avait été un peu déçu quand même de ce que sa relation avec Hitchcock avait pu donner. Ici, avec Ophuls, au contraire, c'est une espèce de bonheur total, avec un homme en plus qui parle le français, donc ils parlent ensemble français, ça agace tout le monde sur le plateau, à la fois Joan Fontaine, bien entendu, qui est quand même coproductrice, et puis l'ensemble de la technique, qui ne comprend rien à ce que ces deux hommes pouvaient bien se dire, car la complicité arrive immédiatement. Au point d'ailleurs que lorsque le tournage sera terminé, un tournage qui, d'après Louis, vous savez, moi, je ne suis pas un spécialiste du cinéma, et encore moins quand il s'agit de choses techniques, mais en tout cas du témoignage de Louis Jourdan, a priori, le tournage a commencé le 2 septembre 1947 et il s'est terminé fin octobre, du souvenir que Louis Jourdan en avait eu. Donc si on se réfère à ce qu'il a dit, c'est un tournage court, donc très intense. Et vous allez le voir dans le film, c'est assez étonnant parce que Ophuls c'est un homme qui aime le mouvement, c'est un homme qui aime la flamboyance des décors et de la lumière. Il a travaillé ça magnifiquement dans Lettre d'une inconnue. Mais tout ça donc en studio. Il y a une scène d'hiver quand ils vont rejoindre le Prater, qui est une séquence d'ailleurs qui n'existe pas dans le roman, qui est donc une scène où vous verrez tout est recouvert de neige. Tout ça était en studio. Il faisait une chaleur à tuer un troupeau de gnous et il devait jouer bien sûr le fait qu'on était en Europe au début du XXe siècle. Et donc je vous disais tout ça parce que lorsque le tournage s'est terminé, la connivence avec Ophuls, la relation entre ces deux hommes avait été tellement forte que Ophuls lui avait dit dès que je pourrai te faire travailler, je le ferai. Et quand il s'est agi pour Ophuls de travailler sur le projet Modigliani, il avait demandé à Louis de venir le rejoindre pour interpréter Modigliani. Il se fait que, malheureusement, en 1957, Ophuls meurt, et c'est Jacques Becker qui reprendra le projet avec Gérard Philipe, parce que Becker, lui, n'avait pas suivi le choix premier d'Ophuls. Voilà, alors je devais faire très court, je me suis rendu compte qu'on est déjà à peu près, il doit être 23h, donc je vais vous laisser maintenant regarder le film. Merci beaucoup d'être venu et profitez bien de ce chef-d'œuvre. Voilà. Oui, une histoire qui en dit beaucoup sur nous, quoi qu'on en pense. Bon visionnage et bonne soirée.